Bonjour à tous, bienvenue dans ce cycle de webinaires autour de la transition des destinations de montagne, une série de webinaires qui vous est proposée par la chaire de recherche tourisme durable au sein de la Fondation Université Savoie-Mont-Blanc. Donc c'est déjà notre épisode 2 d'une série de 4. J'en parlerai un tout petit peu après. Aujourd'hui, on est sur l'idée de la préparation de l'itinéraire avec une proposition de cartographie des business models comme point de départ de la transition. Alors, je vais laisser mes collègues Ah bah, Nicolas Savelli ouais, et on met un son. Ouais, on met un Vas-y. audio. Alors voilà, je vais vous demander Ah, en tant que merci. participant de couper votre micro. Euh, Merci beaucoup, comme ça on peut s'entendre. Donc, je vais laisser mes collègues Mathieu Battistelli et Nicolas Savelli se présenter. Et puis ensuite, je reprendrai la parole une minute pour vous présenter les grands axes de la chaire et puis les événements qui nous attendent pour partager avec vous nos résultats de recherche et les questionnements aussi qu'on peut avoir autour de ces sujets-là. Donc on en a pour peut-être à peu près 45 minutes de présentation des travaux de recherche de mes collègues. Et puis bien, on attend vos questions. Vous pouvez les poser dans le chat, vous pouvez les poser après oralement. On va suivre. Moi, je vais surveiller le chat pendant que mes collègues présentent. Et puis on essaiera de répondre au mieux à vos interrogations, à vos commentaires, à vos suggestions. Et merci d'avance. Donc je vous passe la parole, messieurs. Bonjour, merci Dominique. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc moi je m'appelle, on va effectivement se présenter avec Nicolas puisqu'on va faire ce webinaire à deux voix. Donc c'est très impoli, mais je vais commencer. Donc je suis maître de conférence en sciences de gestion à l'Université Savoie-Mont-Blanc et donc membre du laboratoire IREG en économie et sciences de gestion. Et en fait, quand je suis arrivé maintenant il y a 2 ans et demi à l'université, et Dominique m'a très vite parlé du projet de Cher Tourisme Durable, ce qui m'a permis de l'intégrer et notamment de proposer d'initier des travaux autour de la question des business models et des transitions de business models dans les territoires de montagne. Et donc, j'en suis très, très content. Et c'est un moment aussi pour nous de pouvoir rendre un petit peu les travaux qu'on a menés depuis 1 an et demi maintenant, même plus, 2 ans. Donc, très, très heureux. Merci, Nicolas. Bonjour à toutes et tous et merci Dominique ainsi qu'à la Fondation. Moi, Nicolas Savelli, je travaille aujourd'hui dans la société Stratorial qui accompagne les collectivités territoriales et leurs satellites dans les finances publiques et d'entreprises avec une spécialité me concernant qui est le tourisme et notamment en territoire de montagne. Et donc, les finances sont un outil au service des projets de territoire. Et de ce fait-là, Stratorial est mécène de la chaire tourisme durable. Donc, j'interviens aux côtés des chercheurs sur ces questions, puisqu'au quotidien, je pratique les business models, autant des exploitants que des territoires et des collectivités territoriales. Merci beaucoup. Alors, je me permets de reprendre la parole effectivement pour présenter un petit peu la chaire tourisme durable. Alors, je veux bien que la personne qui a la main sur voilà, permette de présenter le programme scientifique général de nos travaux. Donc, il y a trois grands sujets de recherche sur lesquels on a travaillé au sein de ce groupe de recherche dédié à la transition des destinations touristiques de montagne. Un grand axe autour des business models durables, et c'est l'objet du séminaire d'aujourd'hui. Un autre axe plutôt sur les usages émergents de la montagne, plutôt tourné autour des usagers et des clientèles. Et c'était l'objet du séminaire qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours que nous avons animé avec ma collègue Élodie Monté et moi-même. Et dernier sujet qui fera aussi l'objet de 2 séminaires. Le 1er avril, un séminaire, alors c'est pas du tout une blague, mais ce sera un séminaire, un webinaire, pardon, consacré aux démarches de labellisation flocon vert et de la manière dont elles peuvent faire bouger les lignes sur des destinations de montagne. Comment est-ce qu'elles vont impacter la gouvernance localement et les engagements des destinations. Et puis un dernier séminaire, et pas des moindres, autour des projets de territoire durable avec notamment une illustration avec le cas du projet de territoire durable Méribel 2038. Donc ça, c'est un webinaire qui aura lieu le 8 avril, si ma mémoire est bonne. Alors, vous pouvez retrouver nos travaux, je veux bien qu'on change. On a édité avec l'un de nos mécènes
Et la Caisse des dépôts et consignations a un cahier de recherche autour de la question des transitions des destinations de montagne. Donc, j'ai surligné en vert les thématiques qui vont être traitées justement dans ce cahier de recherche qui est disponible en ligne. Vous pouvez le regarder sur le site de la Fondation. Et puis là, on va retrouver les thématiques de nos différents webinaires. Donc, touristes autour du mécénat des touristes, c'est déjà passé, mais il y a un replay. Je crois qu'il est dans le chat. Aujourd'hui, on est sur la cartographie des portefeuilles de business model et merci à mes collègues de présenter aujourd'hui. Et puis notre collègue Rémi Hardier qui est aussi en ligne et que je salue par la même occasion présentera le 1er avril donc cette séminaire Flocon Vert et puis Meribel 2038 ce sera le 8 avril. Donc rendez-vous aussi sur ces deux webinaires-là. Messieurs, je vous rends la parole. Merci Dominique. Alors, on va entrer maintenant dans le dur. On voulait un petit peu vous dire deux mots un peu sur les objectifs du webinaire qui nous permet un petit peu de cadrer ce qu'on a essayé de faire grâce à cette étude sur les business models et qui vous permettra un petit peu de suivre le fil aussi de notre méthodologie en même temps. Donc, si vous voulez, l'idée, le point de départ un petit peu de cette étude, c'est de se dire, effectivement, les territoires de montagne, support station, sont en proie aux questions de transition. Et donc, la question, c'est un petit peu comment on peut essayer de réfléchir, de penser et d'outiller cette transition. Et l'idée autour de cette étude, c'est de se dire, on a un outil stratégique qu'on connaît bien en sciences de gestion, en management stratégique, qui est cette idée de portefeuille de business model. Et on voulait utiliser cette notion, qu'on utilise en général plutôt davantage pour les grandes entreprises ou les entreprises, au cas d'organes de territoire, de communes, en se disant, mais finalement, sur une commune, on a aussi une pluralité d'activités économiques et on a du mal parfois à la cartographier. Donc, le premier objectif, c'était ça en démarrant l'étude, c'est-à-dire comment on peut cartographier, caractériser, chiffrer un petit peu un portefeuille de business model des activités économiques d'un territoire de montagne. L'intérêt de cette cartographie, on arrive au deuxième point, c'est de se dire, dans un portefeuille de business model, on a des business models qui vont être en tension, certains vont être en émergence, certains vont peut-être être des sortes de pivots qui vont justement pouvoir être utiles pour penser une transition. Et donc, en ayant réalisé cette cartographie, de manière beaucoup plus simple ensuite, on peut essayer de mettre en évidence, d'analyser, d'interpréter quels sont nos business models pivots émergents en tension. Et troisième idée, c'est cette idée un peu d'objectiver, de chiffrer et de se dire, avec cette cartographie, finalement, on a une représentation des activités économiques, de leurs liens, ou potentiellement de leurs conflits. Et derrière, en ayant cette objectivation un petit peu de ces activités économiques, on peut essayer de les chiffrer. Et donc d'essayer de déterminer de manière plus précise quel peut être le PIB d'un territoire, d'une commune, quels peuvent être les emplois qui sont associés à ce PIB. Et donc, en ce faisant, on peut espérer derrière, et c'est l'objectif un peu final, et c'est de mesurer plus finement les retombées économiques directes, indirectes, fiscales aussi, qu'on a pour un territoire. En termes un petit peu de méthodologie pour ces objectifs, je voulais juste un petit peu, pour être sûr qu'on a un petit peu un vocabulaire commun, redéfinir trois termes qui sont vraiment centrales dans l'étude. Le premier, c'est cette idée de business model. Donc nous, ce qu'on entend par business model dans nos disciplines, c'est la manière dont on peut décrire, la manière dont une entreprise s'organise pour créer, proposer, capter de la valeur. Donc il y a vraiment ces trois composantes de la valeur qu'on a essayé de chercher dans notre étude. Vraiment le deuxième concept clé, c'est cette idée de portefeuille de business model. Donc de se dire que finalement, un territoire, une station, c'est pas seulement un business model, mais c'est des business models qui se combinent et qui permet notamment à un client, à un consommateur, de combiner comme ça différents business models pour satisfaire ses besoins. Et le troisième point qu'on a essayé de mettre en évidence, c'est cette histoire de modularité d'usage entre les business models, puisqu'on parle souvent de conflits d'usage dans les territoires de montagne, dans les stations. Et là, on voulait aussi prendre cette question de la modularité d'usage, pour voir comment justement un consommateur pouvait lui-même auto-assembler un petit peu son offre entre les différentes activités économiques, les différents business models qui pouvaient lui être proposés. En termes de méthodologie, on a essayé de suivre trois étapes. Donc la première étape, c'était vraiment de faire cette cartographie qui, vous verrez, nous a amené à avoir un résultat très visuel sur la manière dont on a construit le portefeuille de business model de la station. On l'a fait à partir d'entretiens
qu'on a réalisé entre juillet et novembre 2003 auprès de protagonistes de la station, politiques, sociopros, habitants. Et l'idée, à travers cet entretien, c'était vraiment de faire émerger l'ensemble des propositions de valeur du territoire. Alors, le territoire en question, c'était le Grand Bornand, c'est intéressant que je le dise, qu'on a pu faire dans le cadre d'un projet de partenariat entre l'université et la commune du Grand Bornand qui s'appelle le Grand Labo, où d'ailleurs, je le dis parce que en fait, l'ensemble des résultats qui ont été menés dans ce projet de recherche est complètement public et disponible, notamment sur le site de la mairie du Grand Bornand. Deuxième étape, c'était s'aider de cette cartographie pour bâtir vraiment le portefeuille de business model et là comprendre davantage les liens qui unissent les business models et analyser les modularités d'usage, les tensions, les émergences. Et la troisième étape, c'est la question de la mesure. Je laisse. Et effectivement, la troisième étape, c'est la mesure du PIB local à partir du portefeuille de business model avec une méthode initiale qui reposait sur l'exploitation des fichiers de la cotisation sur la valeur ajoutée, la CVAE, jusqu'en 2022, mais avec une difficulté que l'on est en train de résoudre, c'est que suite à une réforme dans le projet de loi de finances de l'État, la CVAE a vocation à être supprimée totalement d'ici 2027. Et donc, l'État ne produit plus les fichiers, ce qui nous a amené à reconsidérer cette méthode et à faire la même reconstitution des chiffres d'affaires, des valeurs ajoutées, des emplois équivalents temps plein, dits ETP, sur la base des liasses fiscales des entreprises qui déposent leurs comptes, en fait, chaque année. Donc aujourd'hui, on aura bien une permanence de la méthode malgré la suppression de ces fichiers de CVAE que n'ont plus les collectivités locales. Alors, pour mettre un peu, les résultats qu'on a obtenus de cette méthodologie, les voici. Donc, l'idée de passer par cette histoire de cartographie de business model ou de portefeuille de business model, ça a l'immense avantage en fait de procurer des résultats qui sont très visuels et donc qui peuvent vraiment servir, et c'est comme ça qu'on les a conçus, qui peuvent servir d'un petit peu d'aide à la décision, d'outils d'aide à la décision, notamment pour avoir des représentations communes d'un portefeuille de business model qu'on peut avoir sur sa commune, sur son territoire. Donc la manière dont ça a émergé, c'est la première étape, comme je vous l'ai dit, on a allé faire des entretiens, on a essayé de commencer à faire émergence cette idée de cartographie en construisant ce qu'on a appelé des familles de business models. Et donc, c'est passé par nos entretiens, on a demandé à nos acteurs, finalement, quels sont pour vous les business models de la station, sur quoi reposent-ils en termes d'activités clés, et quels sont les types de clientèle visés. Et sur l'outil qu'on a, du coup, sur l'étude qu'on a menée, assez rapidement, on est arrivé en fait sur 4 grandes familles de business models qui revenaient très très régulièrement dans les entretiens et qui paraissaient vraiment cœur, vraiment important pour le fonctionnement économique de la station en général. Ce au milieu, c'est vraiment les deux plus importants, j'y reviendrai, un business model autour du patrimoine, un business model autour du ludique, qui regroupe en fait une proposition de valeur qui cherche à délivrer une expérience authentique du village de montagne autour de la découverte de son patrimoine, notamment agro-pastoral. Et un deuxième, un business model ludique, qui va plutôt chercher à délivrer une proposition de valeur autour d'une expérience plutôt individuelle ou familiale, d'une activité ou d'activité ludique liée à la montagne, entre idées d'aventure, de sport ou de jeu, selon le profil un petit peu de clientèle. Et bon, ces résultats étaient finalement assez attendus, étant donné un petit peu l'identité du Grand Bornand et du territoire qu'on est allé voir. Ce qui était un petit peu plus attendu peut-être, c'était les deux propositions de valeur de business model que vous voyez à droite et à gauche. Vraiment une proposition de valeur tournée autour de l'idée d'événementiel. Et on va le voir après, qui va servir un petit peu de caisse de résonance justement aux propositions de valeur patrimoine et ludique, autour de l'idée de délivrer une expérience communautaire de la montagne, autour des valeurs cardinales du village. Et plus intéressant et beaucoup plus émergent, c'est aussi pour ça on l'a représenté de cette manière-là sur la diapositive, un business model, une proposition qu'on a appelée refuge ou refuge climatique et qui tend à placer en fait une nouvelle activité qui émergerait dans la station qui est celle d'un refuge climatique pour l'avenir et donc qui touche aussi là
une clientèle qui est un petit peu plus spécifique et qui n'est pas tout à fait les mêmes que les autres business models. Dans nos entretiens, on a aussi demandé à nos acteurs quel type de clientèle ils visaient à travers ces business models-là. Et on est revenu sur des choses, encore une fois, assez communes. Concernant patrimoine ludique, bah, on voit des excursionnistes, des familles urbaines, plutôt sur du séjour, des enfants aussi. La question des enfants revenait très, très souvent. Cette idée que finalement, en essayant de parler, de discuter, de discuter avec les enfants ou de proposer des activités aux enfants, bah, les enfants seront aussi les adultes de demain et donc les clients de demain. Tandis qu'on le voit sur le business model refuge, proposition de valeur refuge, le type de clientèle qui était visé était soit plutôt les familles, les amis des résidents, donc on a quand même un type de clientèle qui est très différent des deux autres, ou une nouvelle cible qui serait un petit peu les télétravailleurs, c'est-à-dire ces nomades digitaux un petit peu qui parcourent le monde et qui travaillent en même temps et qui pourraient aussi trouver refuge ici dans des territoires de montagne pour à la fois combiner les activités de loisirs et en même temps leur activité professionnelle. Et là où il y avait un petit trou dans la raquette, vous le voyez, c'est sur le business model événementiel, où là, les acteurs n'arrivaient pas véritablement à nous donner une typologie de clientèle qui était visée par les événements, qui sont nombreux hein, et qui sont organisés autour de la station. Et donc, en mon sens, c'est un résultat assez intéressant parce que ça montre bien que finalement, l'événement a pour objectif de servir un petit peu de caisse de résonance à l'ensemble des business models de la station, mais sans véritablement avoir une idée précise sur le type de clientèle qu'on va viser. Et dernier intérêt de cette cartographie et de la manière dont on a exploité un petit peu les entretiens, c'est que bah, on a associé à chacun des business models qu'on a pu mettre en évidence des activités clés qui revenaient et qui étaient énumérées par les acteurs. Donc, vous les voyez ici à l'écran. Certaines activités sont dédiées spécifiques à un business model en particulier. D'autres activités fonctionnent sur plusieurs business models. Ont pour objectif de fonctionner sur davantage transversaux et de fonctionner sur plusieurs business models. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu notre premier résultat qui nous a permis déjà de mettre en évidence un petit peu les premières briques de notre portefeuille de business model. La deuxième étape dans notre raisonnement, et ce qui est ressorti un petit peu de l'analyse d'entretien, ça a été de dire que si on regarde l'ensemble des activités du territoire, du Grand Bornand, on a vraiment deux business models qui sont appelés dual dans la littérature en gestion sur les business models. Ça veut dire en gros qu'on a un territoire qui va reposer très très fortement sur les propositions de valeur liées à son patrimoine et liées à ses activités ludiques, et qui va chercher au maximum à intégrer ces deux business models-là, ces deux propositions de valeur. Ça veut dire, quand on parle de business model dual, quand on parle de business model intégré, ça veut dire qu'ils sont en très très forte synergie. Que quand il y en a un qui est peut-être dans un creux au niveau de la saisonnalité, bah, le deuxième peut finalement prendre le relais, par exemple. Et donc, c'est pour ça qu'on a, entre ces deux business models patrimoine ludique, une très forte synergie, à la fois en termes de production, alternance été-hiver, mais aussi de consommation, puisqu'on peut très bien imaginer qu'un client vienne à la fois profiter des activités ludiques et en même temps des activités patrimoniales qu'on peut retrouver également sur la station. Donc là, on voit qu'entre ces deux business models-là, il y a une modularité d'usage qui peut être très important et très intéressant pour la station. Une autre observation qu'on a faite et qui nous semblait aussi très intéressante à noter, c'est cette idée de longue traîne touristique qui est liée au business model ludique. Alors, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on observe que sur ce qu'on a appelé le business model ludique, les propositions de valeur autour du ludique, on a une tendance à ce qu'on appelle la longue traîne. La longue traîne, c'est un concept qu'on connaît bien dans la théorie des business models et qui consiste à dire que lorsqu'une organisation en fait a tendance à perdre des parts de marché sur ses best-sellers, donc là en l'occurrence c'est le ski, bah, elle a une possibilité de créer une longue traîne et de compenser ces essoufflements, c'est-à-dire ces pertes de parts de marché sur ses best-sellers, sur ses activités principales, en ajoutant des nouveaux services ou des nouveaux produits. Et donc là, finalement, on observe un peu cette même dynamique de longue traîne, où on voit qu'on a effectivement une part de marché du ski qui a tendance à s'essouffler sur les ailes de saison, par exemple. On a peut-être moins de temps dédié, moins de temps disponible pour profiter du ski. Donc, on va ajouter des services additionnels
pour pallier justement à ce manque un petit peu de part de marché. Et donc, ça conduit mécaniquement à une histoire de longue traîne, et on verra juste après que ça a des conséquences, notamment en termes d'investissement public. Euh, Au-delà de ça, hein, donc on a vraiment ce cœur de business model qu'on peut placer au cœur de notre portefeuille de business model de la station, de territoire. Et on voit que ce cœur de business model, il est alimenté par ce qu'on a appelé aussi des attracteurs. Des attracteurs qui sont à la fois naturels, à la fois artificiels. Donc dans le cas du territoire qu'on a analysé, donc le Grand Bornand, qu'est-ce qui finalement vient naturellement attirer les individus, les clients, à aller vers du ludique ou vers la découverte du patrimoine de la station? Bah, c'est bien sûr la neige, c'est aussi le patrimoine agropastoral, le reblochon, et bien sûr les paysages, qui constituent aussi des attracteurs naturels en eux-mêmes. Et l'intérêt aussi de mettre les choses de cette manière-là, c'est de montrer que ces attracteurs naturels artificiels, ils sont aussi à un moment donné instrumentalisés, réutilisés ou mis en valeur, mis en avant par des événements spécifiques, que ce soit des événements culturels liés à la tradition agro-pastorale de la commune, liés à des événements sportifs aussi, pour mettre en avant ces attracteurs, neige, paysage, reblochon, etc. Et le troisième intérêt d'une représentation comme ça, c'est aussi de montrer que sur ces différents business models, ces différentes activités, ces différents attracteurs, on a la place des collectivités territoriales qui reste très importante, très intéressante, et notamment en termes de régulation. Ce sont des activités qui peuvent être régulées plus ou moins directement par la collectivité territoriale ou la commune, que ce soit par l'intermédiaire de l'office de tourisme, par l'intermédiaire des plans locaux d'urbanisme, etc., etc. Euh, Ensuite, c'était très important pour nous de montrer un peu ce cœur de business model, parce qu'on peut mettre comme ça en évidence ce qui relève du cœur du business model, ce qui relève plutôt de business model en émergence, comme c'est le cas notamment hein, du business model refuge climatique. Et ensuite, bah, le cœur, forcément, il alimente aussi des business models autour de lui. Cette représentation un peu en portefeuille nous permet aussi de faire cette différence-là. Donc là, vous voyez à l'écran, hop, différents cercles concentriques qui mettent en évidence des activités, des business models, construction, services de proximité, hébergement, transport, santé, tertiaire, etc., qui vont aussi connaître leur dynamisme économique grâce à ce cœur de business model que vous voyez au centre de la slide. Hop. Et peut-être deux dernières petites remarques sur cette question de visualisation, cartographie du portefeuille de business model. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, en essayant de le représenter graphiquement comme ça, ben, on peut l'analyser, on peut le discuter, on peut essayer de trouver ce qui fonctionne bien, donc cette dualité de business model, et potentiellement aussi ce qui peut générer des effets ambivalents ou des risques. Et là, cette histoire de longue traîne touristique, j'aimerais revenir dessus parce qu'elle peut constituer à terme un petit peu des risques pour la commune ou pour les stations du même type. C'est que cette longue traîne touristique, c'est-à-dire donc cet investissement de plus en plus fort dans des activités touristiques hors ski, pose la question d'un basculement du modèle économique de la station village vers le modèle économique plutôt de celui qui s'assimilerait à un domaine de loisirs. Donc ça veut dire pas du tout les mêmes structures de coûts, pas du tout les mêmes structures de revenus, et donc à terme, ça peut venir un petit peu déstabiliser les équilibres de business model qu'on peut avoir. Deuxième risque un petit peu lié à cette histoire de longue traîne touristique, c'est les conflits d'usage qui peuvent s'accentuer, qui peuvent être de plus en plus forts entre les deux business models, patrimoine et ludique, qu'on avait pourtant mis en avant comme étant à l'origine très fortement intégrés et très fortement en lien. Et donc, forcément, avoir de plus en plus d'activités touristiques, notamment l'été, bah, ça peut conduire à accentuer les conflits d'usage avec des activités économiques qui sont plus de l'ordre du patrimoine, de l'agropastoralisme, etc. Puisqu'on utilise un même territoire pour des activités qui ne sont pas les mêmes. Et en plus de ça, et ça, Nicolas reviendra là-dessus et le précisera, cette idée de longue traîne touristique, ça veut dire investir dans des activités publiques, dans des infrastructures publiques,
à la fois pour préserver l'activité ski, mais aussi pour ouvrir à d'autres activités touristiques. Et ça, ce sont souvent des investissements qui pèsent, qui pèsent beaucoup sur la commune ou sur les collectivités territoriales. Et donc, cette longue traîne touristique, ça veut dire des investissements beaucoup plus forts de la part de la commune et donc aussi à terme des risques financiers qui peuvent être liés. Euh, et dernier point, et là, c'est si vraiment on essaye de pousser un peu la chose jusqu'au bout, c'est que cette longue traîne touristique, finalement, elle va impliquer la construction de plus en plus forte d'infrastructures ludiques. Et la question, c'est jusqu'où aller, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que cette idée de construction d'infrastructures ludiques et de cette limite, finalement, si on dépasse cette limite, en fait, fait peser sur la commune ce risque de Disneylandisation, si on le dit comme ça, c'est aussi une question que les acteurs, en fait, se posent eux-mêmes. Et là, je vous mets à l'écran un verbatim d'un entretien où on a justement un entretien qui est réalisé avec un protagoniste de la station qui se pose la question de cette Disneylandisation, notamment à travers l'exemple de la luge d'été et la possibilité, l'opportunité d'installer une luge d'été sur la commune. Et on voit bien toutes les hésitations, toutes les doutes en fait qui peuvent, dont l'acteur, enfin dont le répondant en fait nous fait part en disant bah effectivement la luge d'été ça peut être très rentable, ça peut être vachement bien, ça peut être un nouvel attracteur pour faire venir plus de tourisme, etc. Mais en même temps, ça dénote aussi d'un territoire qui irait peut-être plus vers cette idée de Disneylandisation ou de ludique, qui du coup viendrait prendre le pas sur cette question patrimoniale et de préservation du patrimoine. Et donc, voilà, c'est une question intéressante à prendre en compte quand on réfléchit à cette modélisation de la commune en portefeuille du business model. Hop, on a donc pu dessiner un petit peu notre business model, notre portefeuille de business model grâce à cette étude. Et maintenant, la question qui se pose, c'est la question de la quantification en fait, de ce business model et de savoir quel est le poids relatif de chacun des business models les uns par rapport aux autres. Et pour répondre à cette question, je laisse la parole à Nicolas. Oui, effectivement, arrive un moment où on vient toujours à parler de chiffres, voire d'argent, d'une certaine façon, puisque cela repose sur des sociétés qui produisent certes du chiffre d'affaires, mais de la valeur ajoutée, le PIB, et des emplois, bien sûr, avec, vous l'aurez aussi compris à travers ce qu'a dit Mathieu, des enjeux d'échelle. Alors, sur la base des fichiers de CVAE fournis par la communauté de communes des Vallées de Thône, puisque la particularité euh, de cette fiscalité, c'est qu'elle peut varier selon les territoires. Elle est soit communale, soit gérée par l'intercommunalité. Alors, dans le cadre du Grand Bornand, c'est la Comcom des Vallées de Thône qui a la compétence économie et donc qui perçoit les deux impôts que sont la CFE et la CVAE. Et donc, on a eu accès à ces fichiers, on les a retraités pour le compte de la commune uniquement, mais ça permet également d'aller plus loin au besoin sur les relations qu'il peut y avoir entre une commune et une aire plus large, soit l'intercommunalité, soit même à l'échelle de bassins de vie, en faisant le même exercice à des échelles différentes. Et donc, la sortie pour le chiffre d'affaires, pour la valeur ajoutée, pour les emplois équivalents temps plein déclarés par les entreprises, est illustrée par ce tableau qui porte ici sur le chiffre d'affaires, où l'on a section par section d'activité au sens de l'INSEE, puis CODNAS par CODNAS d'activité, c'est-à-dire la classification de l'activité principale des entreprises, un chiffre d'affaires. Là, pour la représentation, on l'a mis uniquement par section d'activité, mais ça permet d'avoir la pondération des chiffres d'affaires ou de la production de valeur ajoutée au sens économique des activités les unes par rapport aux autres et de voir qu'effectivement, autour du ski, il y a un ensemble de services qui contribuent aux différents business models. C'est aussi ce que l'on a souvent comme débat, comme questionnement ou comme problématique entre les retombées économiques directes et les retombées économiques indirectes, voire induites au niveau des territoires. L'enjeu est évidemment que chacun des business models
participent des trois. Chacun génère directement une activité, mais il y a aussi un très fort lien d'interdépendance entre les business models, comme l'a évoqué Mathieu. Et donc, une problématique globale, c'est que pour qu'un territoire vive et qu'un territoire soit habité, il faut bien sûr l'ensemble des business models qui font aujourd'hui territoire. Et c'est pour ça que notamment le mérite du Grand Labo et du projet de la chaire tourisme durable est d'intégrer également les collectivités territoriales dans le business model en tant qu'autorité organisatrice de nombreux services publics, mais aussi en tant que territoire qui façonne l'espace par ses politiques publiques et donc qui organise cet espace derrière utilisé par les différentes activités économiques. Donc, cette méthode sera pérenne. On peut faire aujourd'hui la même chose à l'échelle, avec les liasses fiscales des entreprises, à l'échelle de territoires différents, communes, intercommunalités, bassins de vie, voire de faire la même étude, mais à l'échelle d'une activité. On peut, par la même méthode, fiabiliser chiffre d'affaires, valeur ajoutée, mais aussi autres soldes de gestion, hein, que l'on connaît bien en finance, par exemple une activité, c'est-à-dire que si l'on cherche l'ensemble des entreprises qui ont pour activité principale les remontées mécaniques, c'est-à-dire un code 49, 39 pour être précis, eh bien, on peut avoir directement le poids de cette activité. Et puis ensuite, avec les codes NAS à la fois des fournisseurs pour ce qu'on appelle les inputs en économie ou des produits finis, c'est-à-dire les outputs, le produit consommé par les clients, et bien rentrer dans une analyse économique complète. Alors, on l'a là pour la valeur ajoutée. Ce qui est intéressant, c'est de voir le montant finalement que représente une commune comme le Grand Bornand, on y reviendra tout à l'heure, et de voir dès à présent que la production de valeur augmente de manière générale et pas que nécessairement liée à l'inflation, avec des dynamiques qui sont aussi différentielles selon les secteurs d'économie. Et c'est là que l'étude devient particulièrement stimulante, puisque sur la partie rétrospective, ça permet de voir comment les différents secteurs se comportent entre eux, quelles peuvent être les corrélations euh, du point de vue mathématique, c'est-à-dire des évolutions qui se conditionnent et réciproquement. Et puis, bien sûr, parfois, de déceler des pertes de vitesse d'activité avec des impacts en chaîne ou alors des croissances d'activité, notamment parfois et sur certaines stations en matière d'hébergement, par exemple, qui permettent d'entraîner autour d'elles la croissance d'autres secteurs économiques. Et dès lors, ces tableaux nous permettent d'alimenter le chiffrage et le portefeuille de business model avec les différentes activités qui concourent à l'expérience patrimoniale de la montagne, à l'expérience ludique de la montagne, dont les remontées mécaniques, dont le ski nordique, dont les activités estivales de diversification, intégrant également naturellement toutes les activités de type accompagnement d'activités de pleine nature, les services de construction, de gestion immobilière, avec bien sûr la promotion, la gestion immobilière, mais aussi tout ce qui relève du BTP, hein, des travaux publics, les services d'hébergement et de restauration, euh, avec la distinction entre différents types de restauration ou d'hébergement notamment, ce qui est toujours intéressant, bien sûr. Les services de proximité qui ne sont pas des services sportifs, mais qui concourent à l'attractivité d'un territoire, parce qu'il doit y avoir un certain nombre de services qui n'a pas râlé parce qu'il est tombé en panne de voiture et n'avait pas la possibilité de faire réparer à moins de 30 km, par exemple. Donc, les pompes à essence, les garages, par exemple, participent aussi des besoins en matière de services et d'attractivité d'un territoire pour les habitants permanents comme pour les visiteurs. Les services de santé, pharmacie, optique, médecine, services d'ambulance notamment, qui ont des poids plus ou moins importants, notamment dans les territoires où il y a du thermalisme, par exemple. Certains territoires ont une véritable spécificité autour de la santé en lien avec le tourisme. Les services
de transport. Alors, il y a les services de voyageurs, les services de fret, même si on les a, nous, classés dans l'expérience de la montagne. Rappelons ici que du point de vue de l'INSEE, les remontées mécaniques sont des services de transport et donc classifiés comme tels. Et puis, des services tertiaires, gestion, banque, assurance, inclus distributeurs de billets, par exemple, qui font partie encore aujourd'hui des services recherchés dans les territoires touristiques, et puis des services qui aujourd'hui conditionnent la capacité à être un territoire touristique et à assurer l'ensemble des activités, avec des coûts qui peuvent aussi évoluer ou amener à évoluer. On parle là en particulier de l'électricité, de l'eau, de l'assainissement, et puis de tout ce qui relève de l'environnement, avec notamment les services de déchets. Et là, on comprend tout de suite la place des collectivités et de l'action publique pour mener à bien l'ensemble de ces services. Donc, on a effectivement un portefeuille qui est aujourd'hui quantifié, euh, et cela permet ce résultat, c'est-à-dire d'avoir à l'échelle uniquement de la commune du Grand Bornand la quantification des différents services et business models, à la fois en part relative sur le total de la commune, mais également en termes d'emploi. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est relativement novateur en matière de recherche et d'économie territoriale sur la base de données qui ne sont plus des données d'enquête, mais des données quantitatives déclarées par des fichiers fiscaux. Euh, Puis aujourd'hui, avec les liasses fiscales des entreprises qui permettent de fiabiliser encore plus, je dirais, la méthode. Intéressant de voir qu'on a une forme de parité dans le poids entre le business model ludique et puis celui de l'hébergement-restauration, avec un certain nombre aussi d'études qui restent à mener, notamment sur le poids du business model de l'événementiel, puisque là, on a la particularité d'avoir des entreprises qui n'ont pas nécessairement leur siège sur la commune du Grand Bornand, mais plus sur Annecy, voire au-delà, et donc de poursuivre le travail au niveau d'enquête à travers les fournisseurs de services, notamment de l'Office de tourisme ou de la commune, et puis d'échanges avec ses principaux fournisseurs. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les conditions et les business models qui permettent aux fêtes touristiques d'exister dans une station pèsent de manière importante euh, par rapport au business model du cœur de station. Lorsque l'on fait le cumul de la santé, des services de proximité, des transports hors remontée mécanique, par exemple, on s'aperçoit qu'on pèse malgré tout presque la moitié d'un business model ludique qui inclut les remontées mécaniques sur un territoire comme celui-ci. Et l'on ne parle là que des entreprises qui agissent sur le territoire de la commune. Il faut bien sûr rajouter en termes d'effets induits, voire de conditions pour que tout cela fonctionne, des services à l'échelle intercommunale, voire à l'échelle du bassin de vie. Notamment, on peut penser à la présence de services et d'entreprises basées sur le bassin annécien, là, nous concernant. Permet d'illustrer l'enjeu aussi, l'imbrication en chaîne du point de vue financier et économique des remontées mécaniques et des activités touristiques sur un territoire de proximité, et cette relation finalement ville-montagne qui vient aussi éclairer des enjeux et ce qu'on appelle l'effet papillon en termes d'approche, c'est-à-dire un effet domino si l'on veut. Si les business models d'une station touristique venaient à péricliter, ils entraînent en chaîne de manière indirecte et induite de nombreux effets en cascade. On a également la contribution et le calcul du PIB local, c'est-à-dire du PIB non économique, celui qui est généré par les collectivités territoriales. Parce que c'est peut-être contre-intuitif de parler de PIB pour une collectivité, mais à l'échelle du PIB de la nation, même si c'est peu évoqué, on a bien aussi toute l'activité générée par les administrations dans leur ensemble de l'État
et des collectivités. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les collectivités aujourd'hui ont des ressources fiscales, donc des recettes réelles qui leur permettent de fonctionner et d'investir, qui sont liées à des impôts plus qu'à du chiffre d'affaires, et que dans ces impôts, il y a un certain nombre de recettes variables qui sont liées à l'économie et à l'attractivité du territoire de manière générale. Alors la particularité est que ces recettes, aujourd'hui, sont plutôt, et on le voit très bien pour le Grand Bornand, en croissance, voire en croissance importante, hein, plus 50% pour les recettes variables sur les 7 années de la période d'études. Et dedans, on y retrouve des ressources liées au tourisme en particulier, les classiques taxes de séjour, taxes sur les remontées mécaniques, mais aussi des revenus de location, des redevances versées par les concessionnaires de services publics lorsqu'ils sont délégués par les collectivités, diverses taxes, mais aussi des produits directement perçus par les collectivités, comme le stationnement ou les locations de l'espace public, mais aussi les droits de mutation liés, qui sont une quote-part des frais de notaire, et qui ont une tendance à croître très rapidement en lien avec la dynamique des marchés immobiliers. La particularité des collectivités et qui les rend pas simples à gérer aussi, y compris en termes de prospective, c'est que les ressources qui leur sont propres sont en croissance, les ressources externes venant notamment de l'État sont en diminution croissante. Ça, ce n'est pas une nouveauté, mais par contre, du coup, on a, y compris dans des territoires comme le Grand Bornand, qui ont diversifié leur économie et leur business model, une croissance importante de la part de ces recettes variables, alors que les charges, elles, sont fixes. Et donc ça, tous les financiers savent que c'est un scénario qui est difficile à manager. Ça revient à manager l'incertitude, y compris en termes de prospective, alors que les collectivités contribuent de façon très importante à l'investissement. Et là, pour le coup, ce graphique montre sur la gauche les montants investis chaque année par le budget principal de la commune du Grand Bornand, c'est-à-dire 3 844 en moyenne sur une période de 10 ans. L'investissement public contribue très largement à la dynamique économique globale sur le territoire des communes, sur les bassins de vie locaux et régionaux. Et donc, la capacité de la puissance publique à maintenir son niveau d'investissement est une clé pour l'économie locale, autant pour l'habitabilité des territoires à l'année, qui est un objectif numéro un et partagé, notamment dans les stations de proximité des bassins urbains, et pour les stations de séjour, puisque tous les investissements, comme l'a dit Mathieu en début de présentation, qui n'atteignent pas le grand équilibre économique direct uniquement par les recettes payées par leurs usagers, eh bien, ce sont les collectivités qui les financent. Et ces équipements, typiquement centres aquasportifs, palais des congrès et autres, eh bien, ils permettent l'attractivité à l'année et la diversification touristique des territoires sans pour autant générer directement des ressources fiscales pour celles-ci. Donc, nous sommes sur une quadrature du cercle et la dynamique des finances publiques devient une condition à la diversification touristique dans les territoires de montagne. Et la particularité est que le PIB économique par les entreprises à l'échelle de la commune du Grand Bornand est d'environ 50 millions d'euros pour les entreprises qui œuvrent sur le territoire communal et que le PIB non économique généré par la commune est de l'ordre de 16 à 18 millions d'euros au total, c'est-à-dire que le PIB non économique représente 25% de la production de valeur générée à l'échelle du territoire communal, ce qui démontre encore une fois le poids de la collectivité. Et ce poids économique généré par le tourisme, en bonne partie directement ou indirectement à travers la consommation de produits artisanaux ou de produits agricoles, comme le reblochon, par exemple, est de fait minoré, et ça fait partie des compléments d'études qui sont à mener, parce qu'un certain nombre d'entreprises ne déclaraient pas dans ces fichiers fiscaux
la valeur ajoutée localement, simplement parce qu'elle est concentrée à l'échelle des sièges en région parisienne, par exemple, ou dans les grandes métropoles. Et donc aujourd'hui, c'est un des trous dans la raquette que l'on doit compléter. Dans les retombées, sans rentrer dans le détail, mais cette méthode permet aussi d'avoir le fameux pour 1 € dépensé, donc de chiffre d'affaires, combien est-ce que l'on en a à côté dans les autres secteurs, directement et indirectement. Et cela permet d'avoir la même chose pour la valeur ajoutée, donc le PIB produit, et pas donc uniquement la dépense touristique, qui est le chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de faire le même exercice avec une autre entrée dans une station de séjour, c'est-à-dire pour 1 € dépensé dans l'hébergement, combien est-ce que l'on en a de dépensé ou de produits comme richesse dans les autres secteurs économiques. Merci Nicolas. Et pour conclure, et puis après, pouvoir aussi accueillir vos questions. euh, En gros, nous, cette approche qu'on a essayé d'élaborer avec Nicolas, c'est une approche qui s'appuie sur les portefeuilles de business model, vous l'aurez compris, qui a pour objectif un peu de créer un outil d'aide à la décision, un outil stratégique d'aide à la décision. Et c'est aussi, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais un symbole aussi d'un partenariat un peu public-privé. Dont on est fier, on peut le dire quand même, parce que c'est pas souvent c'est décrié et là pour le coup ça donne quelque chose de bien. Donc Effectivement, autant le dire. parfois, ce n'est pas que pour plumer les collectivités, comme les PPP, puisque c'est ce qui est reproché à ces outils, par exemple. Exactement. Et donc là, l'idée, c'est aussi à travers ce cas du Grand Bornand, on doit encore raffiner la méthode, mais l'idée aussi, c'est de pouvoir ensuite la répliquer, éventuellement pour d'autres types de territoires. En tout cas, si j'essaye de résumer un petit peu l'intérêt de cette méthode de cette méthode pour nous, c'est pouvoir cartographier les business models d'une commune, d'un territoire, mais en intégrant la diversité de ses activités économiques et de ses dynamiques, voir les effets de tension, d'émergence, de modularité, de conflits d'usage, de pouvoir mesurer le poids des activités économiques locales, leur évolution, et donc voir aussi les effets relatifs entre un cœur de business model et des activités qui sont périphériques, mais qui ne le sont en fait pas tant que ça, en suivant ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure. Et dernier élément, c'est un outil d'aide à la décision stratégique. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi nourrir la réflexion sur les trajectoires de transition qu'un territoire de montagne pourrait prendre en fonction du diagnostic qu'on peut y faire. Et tout en jouant avec les jeux d'échelle, puisque naturellement, la même étude et la même approche ne donnent pas les mêmes résultats et n'a pas les mêmes enjeux selon que l'on se place à l'échelle communale, à l'échelle intercommunale ou à l'échelle d'un bassin de vie avec ses aires de proximité et d'influence. Si l'on parle par exemple de l'aire d'influence d'Annecy et de son agglomération sur les massifs périphériques. Voilà, nous sommes à votre disposition pour Merci. éventuelles questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On voit qu'il y a effectivement plein de perspectives qui s'ouvrent. Et si je rends compte d'une première question qui arrive dans le chat, je vous invite à nous partager vos questions. Vous pouvez prendre la parole comme ça. Mais je vais commencer avec une question tout à fait intéressante. Je ne sais pas si vous aurez la réponse. Ça peut constituer une suite. La question est de savoir si les revenus des équivalents temps plein que vous avez pu identifier restent ou partent sur le territoire, avec cette idée peut-être de circularité des revenus. Donc, est-ce que c'est des équivalents temps plein vivent sur le territoire, alors peut-être sur un territoire de la commune ou un territoire un petit peu plus ouvert. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été traité dans votre travail ou si ça constitue une perspective. Alors, ça n'a pas été encore traité directement parce qu'en fait, ça nécessite de connaître, probablement par enquête, les habitudes de consommation aussi des personnes et ça va beaucoup dépendre de l'échelle à laquelle est effectuée l'étude. À Mm. l'échelle commune, comme le Grand Bornand, euh, intuitivement, je ne pense pas que ça serait très opérant parce que l'on n'a pas nécessairement la part des consommations des habitants permanents par rapport à celle des touristes. Mm. Contre, si on le fait à l'échelle d'un territoire d'une haute vallée, par exemple, en croisant avec des données d'enquête comme on a pu en avoir jusque-là sur combien est consommé au cours d'un séjour, par exemple, on peut avoir une approche
plus pertinente. En tout état de cause, on a par exemple les chiffres d'affaires des différents supermarchés, différents types de commerces, et à l'échelle d'une intercommunalité ou d'une vallée, effectivement, on peut avoir un début d'approche, mais pour le coup, ça, ce ne sont pas des choses que l'on a faites pour l'instant. On est capable de rapporter le chiffre d'affaires de supermarché ou du secteur du commerce dans son intégralité à la population, mais pour autant, on aura bien une quote-part de chiffre d'affaires venant des clientèles touristiques et une quote-part des chiffres d'affaires venant des travailleurs saisonniers, des habitants permanents. Et donc, effectivement, ça constitue plus une perspective de l'étude. On ne l'a pas mesuré. Par contre, on a eu des éléments qualitatifs là-dessus, notamment sur le dynamisme ou non du centre-ville. Parfois, ça peut être regretté par certains acteurs et donc ça peut donner une indication un petit peu sur ces dynamiques-là. Et il y a très certainement pas mal de fuites, en fait, Hmm. effectivement, de ces revenus ou des ETP qui vivent pas forcément sur le territoire. Oui. Oui, on sait qu'il y Ouais, a un problème sur le territoire du Grand Bornand, mais sur d'autres territoires touristiques de montagne, de l'hébergement des personnes qui sont salariées sur place. Donc, ouais. si effectivement ce revenu reste. Alors, a-t-on des questions, d'autres questions dans le chat ou des personnes qui voudraient prendre la parole? Alors, vous pouvez lever la main ou je vois peut-être pas tout le monde. Peut-être qu'on peut. Alors, à l'écran, vous voyez apparaître différentes ressources pour essayer d'approfondir un petit peu les sujets qui ont été, qui ont été traités au sein de la chaire. Peut-être qu'on peut arrêter le partage d'écran maintenant et voir plus globalement euh, les personnes. Alors moi, je vais proposer aussi aux gens qui sont en ligne de nous dire qu'est-ce que vous aimeriez, vers quoi vous aimeriez qu'on étende. Est-ce que ce serait une réplication sur d'autres territoires? Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Ça pourrait permettre aussi Est-ce qu'une perspective serait de comparer des territoires de moyenne montagne avec des territoires plus en altitude en termes de business model? Est-ce que ça, ce serait quelque chose d'envisageable, chers collègues? Alors, On ça veut pas pourrait. dire ça veut pas dire que vous allez le faire, mais est-ce que ça pourrait être une perspective et est-ce que vous pouvez imaginer que sur Bon, le Grand Bornand, c'est un territoire avec une grosse activité, notamment d'agropastoralisme. Ce n'est pas forcément le cas pour des destinations qui sont vraiment plus centrées sur un business model que je vais qualifier de ludique, mais de façon très naïve, probablement. Alors nous, on a mené pour le compte d'Atout France, et elle sera restituée dans le cadre du programme France Tourisme Ingénierie de mémoire le 17 avril prochain, une étude sur les retombées économiques sur les territoires de 24 des 25 stations du dispositif France Tourisme Ingénierie, également soutenu par le groupe Caisse des dépôts. Donc aujourd'hui, on va effectivement pouvoir, y compris en termes de recherche, avoir des comparables entre différents massifs, différentes stations, différents modèles touristiques, euh, y compris sur ces fameux ratios pour 1 euro de chiffre d'affaires dans les remontées mécaniques, combien est-ce qu'on en a à côté? Pour 1 euro dépensé dans l'hébergement, combien est-ce que l'on en a à côté? La même chose pour la valeur ajoutée, donc le PIB économique. Tout ça arrive et fera l'objet d'une restitution, puisqu'il y a eu des gros efforts de fait par le groupe Caisse des dépôts pour financer cette étude à tout France et ces différentes études sur les retombées économiques dans les territoires. Ce ne sont pas des approches input-output complètes, mais ça permet de voir arriver malgré tout différents modèles entre des stations de séjour, des stations de proximité, permettant aussi de dessiner que les trajectoires en matière de transition et les enjeux qu'il peut y avoir, intégrant y compris l'habitabilité à l'année des territoires touristiques, ne sont pas les mêmes et qu'il y a finalement, et assez logiquement, différents modèles de stations touristiques. C'est quelque chose qui est connu aujourd'hui, mais différents modèles en matière de construction des retombées économiques et des enjeux pour la transition également.
On t'entend pas. Pardon, merci. Donc, une autre question dans le chat qui est en lien avec ce que tu viens de dire, Nicolas. Compenser le déclin du ski alpin dans les stations de moyenne altitude est-elle compatible avec un développement durable en montagne? Vous avez 4 heures. La question à Je mille. ne sais pas Ouais, si on peut faire une réponse simple, on peut peut-être faire une réponse méthodologique. Là, on peut revenir à ce qu'on a vu nous, hein, c'est que Oui, cette diversification, elle conduit à cet effet de longue traîne qui visiblement accentue les conflits d'usage, oui. qui fait peser sur la commune et sur l'infrastructure, enfin, sur le public, des investissements qui sont conséquents. Donc, à un moment donné, se pose la question de la limite, en tout cas, de cette Hmm. diversification qui n'est pas forcément traitée, en tout cas avec lequel les acteurs sont pas forcément à l'aise. Et le verbatim que je vous ai montré tout à l'heure sur la Hmm. finlandisation, à mon avis, il incarne ça. Et sur cette Hmm. Hmm. spiritualité, il incarne ça très fortement. oui, et puis lorsque l'on regarde en fait les business models et les enjeux qu'il y a pour chacun des acteurs également, les réponses peuvent être variables. Par exemple, lorsque l'on regarde un exploitant de remontée mécanique, aujourd'hui la diversification des activités touristiques sur un domaine skiable pour le transformer en domaine de montagne et de loisirs, par exemple, a plutôt une contribution en termes de résultats marginal, mais on n'a pas aujourd'hui de modèle qui viendrait permettre de générer autant de Hmm. chiffre d'affaires, de rentabilité, et d'emploi que le ski, et c'est bien là tout l'enjeu. Donc, on est dans une phase, à mon sens, de transition qui fait que pour l'instant, cette diversification des activités permet aussi d'entretenir finalement des fréquentations sur différentes saisons avec des clientèles qui ne sont pas d'ailleurs non plus toujours les mêmes. Euh, on sait, aujourd'hui, on est en capacité de le mesurer avec les comparables que j'évoquais tout à l'heure, que des stations qui ont 50% de fréquentation l'été et 50% de fréquentation l'hiver n'ont pas du tout la même production de richesse et la même quantité d'emplois Hmm. en saison estivale qu'en saison hivernale. Donc, il y a là un premier axe de réflexion. Euh, et puis, l'ancien praticien en Haute-Maurienne que je suis le sait pertinemment pour l'avoir mesuré et avoir dirigé des exploitations directement par les collectivités. Et d'ailleurs, on sait aussi que dans ces territoires, effectuer une transition en termes de tourisme depuis fort longtemps. Pour certains, ce sont des choses qui datent de plusieurs dizaines d'années pour un certain nombre de territoires alpins ou autres, hein. Et il ne faut pas l'oublier aujourd'hui. Eh bien, malgré tout, le poids de la saison hivernale permet aussi de faire fonctionner la saison Hmm. estivale. Après, il y a un autre enjeu, et c'est tout le mérite de la chaire que de l'avoir développé, c'est aussi l'enjeu des collectivités territoriales qui sont à l'origine de l'organisation Hmm. de Hmm. tout l'espace, hein, de façon générale, et de son attractivité pour l'économie, pas que pour le tourisme. Eh bien, il faut pour ça des moyens. Et aujourd'hui, effectivement, l'une des particularités est celle des certains génèrent de l'économie pour les socioprofessionnels et de l'emploi, mais ne rapportent pas d'argent du point de vue fiscal aux collectivités qui pourtant investissent Hmm. sur les infrastructures. Et c'est tout l'enjeu aussi aujourd'hui du système financier et fiscal des collectivités, hein, alors communes, intercommunalités notamment, tout l'ensemble du bloc communal, pour assurer cette diversification. C'est que on a une forme de sentier de dépendance qui vient se renforcer encore, pas nécessairement au ski, mais aux faits touristiques dans Hmm. son ensemble, à travers bah, la croissance des recettes variables, alors que les charges sont fixes. Je crois qu'on va devoir conclure.
Je crois que nos collègues sont à votre disposition pour des contacts supplémentaires ou des réponses. On aura encore aussi des événements de restitution. Et bah, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine avec la suite de notre webinaire. Et je vous remercie beaucoup de votre présence et de votre attention et à votre disposition pour échanger.